c'est un enjeu qui n'est pas seulement théorique, puisque vous savez que dans le cadre du plan gouvernemental addiction et du plan MILT, les XAPA, donc, qui vont être agréés d'ici l'été prochain au nombre de 470 sur le territoire français, vont devoir intégrer dans leur mission à la fois les problèmes de jeux excessifs, de jeux pathologiques, et aussi, de façon moins évidente encore, d'autres addictions sans drogue. Donc c'est vraiment une question d'actualité à tous les niveaux. Et je trouve que c'est important que nous puissions donc, lors de cet atelier, évoquer un certain nombre de points autour du jeu problématique. Pourquoi la loterie vidéo? Eh bien, c'est le jeu. Les gens qu'on reçoit au niveau en clinique, c'est le jeu dont les gens ont le plus de problèmes. On remarque que la loterie vidéo est facilement accessible, donc il y a probablement l'accessibilité qui est en cause. On sait aussi qu'il y a certaines caractéristiques de ces appareils qui les rendent plus addictifs. Et on sait aussi que les gens ont des mauvaises croyances, une mauvaise interprétation de comment l'appareil fonctionne et une mauvaise compréhension du hasard aussi, qui est un facteur de risque. Donc, les deux études que je vais vous présenter ont lien avec la loterie vidéo. La première parle de l'évaluation d'un programme de formation auprès des détaillants d'appareils de loterie vidéo et leurs employés. Les détaillants, ce sont donc les opérateurs d'appareils de loterie vidéo et leurs employés. Et ensuite, je vais vous parler de l'évaluation d'un projet pilote d'exclusion volontaire dans la région de la Mauricie et du centre du Québec. C'est la première fois que je présente les résultats, donc vous avez ici à Biarritz une première mondiale de ces résultats de prévention. Nos hypothèses, que les employés qui ont reçu la formation auraient une attitude plus positive envers les joueurs excessifs et l'aide à leur offrir. Comme vous pouvez voir, il y avait un pré-test, un post-test et un suivi 8 mois plus tard. On avait deux groupes, un groupe expérimental et un groupe de comparaison. Le groupe qui a reçu la formation était dans le groupe expérimental et le groupe en attente de le recevoir était le groupe de comparaison. Notre évaluation comprenait un questionnaire qui mesurait les connaissances et les attitudes des participants, mais également, comme je vous disais, on voulait une mesure comportementale. Comment on l'a fait? C'est à travers l'évaluation à l'aide d'un client mystère. Je ne sais pas si vous connaissez les clients mystères, c'est souvent utilisé par les grandes chaînes de magasins. Il y a un client qui se présente, les employés ne le savent pas, ils demandent un service, un renseignement, puis ensuite la personne doit coter au niveau du service à la clientèle, ça a été bien reçu et tout et tout. Donc, c'est utilisé fréquemment au niveau, c'est ça, des services, mais ça n'a pas été utilisé encore au niveau du jeu. Donc, on l'a adapté pour voir l'impact dans les bars de notre formation. Comment ça se passait? Le scénario de notre client mystère. On avait 3 scénarios différents. Ceci en est un. Cependant, ce n'était pas adéquat dans le cadre de notre étude. La seule réponse adéquate était de donner le dépliant d'aide tel que montré dans la formation. Les résultats. Je suis sûre que vous avez hâte de voir les résultats. En gros, les résultats pour la formation, ça s'est bien passé. La majorité des gens étaient totalement satisfaits de la formation. Alors ça, c'était très bien. Vous voyez aussi la perception de l'utilité de la formation. 90% de meilleure compréhension, les gens sont plus en mesure de détecter les joueurs excessifs, sont plus outillés pour aider, puis ressentent davantage le désir d'aider un joueur excessif. On n'a pas vu d'amélioration au niveau des connaissances en lien avec le hasard. Ça nous a surpris en premier, mais on a un effet plafond. Donc, les gens étaient adéquats dès le pré-test au niveau des questions par rapport au hasard. On a vu que la formation améliore les attitudes des employés envers les joueurs qui présentent des problèmes de jeu et également qu'elle améliore les connaissances sur la façon d'intervenir auprès des joueurs en difficulté. Et également sur les ressources d'aide disponibles. On a un maintien partiel, donc certaines connaissances et attitudes se sont maintenues à 8 mois, d'autres ne se sont pas maintenues 8 mois plus tard. Et ce qu'on voit, c'est des résultats similaires à nos études précédentes au niveau de la formation des employés. Donc, il y a des changements tout de suite après. Certaines choses se maintiennent, d'autres pas. La remise du dépliant au client mystère. Qu'est-ce qui s'est produit?
produit ça. Très clair. Alors, le groupe expérimental, le groupe de comparaison. Vous voyez, le groupe de comparaison, c'est autour de 50 %. Donc, au pré-test, au post-test, il y a à peu près 50 % des gens qui remettaient le dépliant. Ça, c'est des gens qui n'ont pas suivi la formation. Donc, par eux autres mêmes, une personne sur deux remettait le dépliant. Au pré-test des gens du groupe expérimental, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Là, on a une interaction effet temps-groupe. 43 %, donc à peu près identique au niveau du groupe de comparaison, remettaient le dépliant et tout de suite après la formation, c'est monté à 70 %. Donc, en conclusion, c'était la première étude à vérifier l'impact d'une formation aux employés sur le comportement d'aide, même face à la clientèle. On a quand même des limites face à cette étude-là. On a un seul comportement qui a été mesuré, ce qui est quand même restrictif. Le seul comportement était la remise du dépliant. Il y a aussi l'effet de la crédibilité de la mesure. Est-ce que le scénario était effectivement crédible? Il faudrait peut-être valider notre scénario. Pour les études futures, on croit que quand même les tests comportementaux avec client mystère est une bonne façon de vérifier sur le terrain si la formation est efficace. On croit que c'est pertinent d'offrir des séances de relance. Comme vous avez vu, il y a quand même un maintien 8 mois plus tard, mais il y a certains éléments qui sont perdus. Donc, c'est important de faire des séances de relance, comme on dit en bon français, des booster sessions, pour rappeler aux employés que c'est important d'aider les joueurs. Ça, c'est la première étude. On va maintenant parler de la deuxième étude, qui est l'évaluation d'un projet pilote d'exclusion volontaire. C'est une initiative pour venir en aide aux joueurs de loterie vidéo qui leur permet de s'exclure d'une section du bar, qui est l'aire de jeu, pour une période qui est déterminée. La décision de s'exclure vient du joueur, qui détermine la durée entre 3, 6 ou 12 mois. Il y a une entente qui est prise entre le joueur et un conseiller spécialisé. C'est souvent une mesure qui est vue comme pour prévenir les rechutes. Ce n'est pas du traitement en tant que tel, c'est une mesure pour aider au niveau des rechutes. Et c'est un engagement moral du joueur de ne pas retourner jouer pour la durée de son exclusion volontaire. Les objectifs, en premier, notre rôle à nous, à l'Université Laval, était donc d'évaluer l'impact de ce type de programme, qui était nouveau, qui était implanté, donc, je vous disais, dans la région de Mauricie et du centre du Québec. Et c'était également d'apporter un support à la formation des conseillers responsables de la mise en application du programme, donc former les conseillers. Donc, le nombre des participants, on avait à peu près 400 participants, donc 400 employés et propriétaires de bars qui ont participé au programme. La procédure. Donc, avant la formation, les participants, donc les gens réunis pour assister à la tournée au hasard du jeu, étaient invités à participer à l'étude. Ils remplissaient un questionnaire de consentement, puis un formulaire de consentement, puis complétaient le questionnaire pré. Après la formation, évidemment, on avait le questionnaire post. Et 6 mois après la formation, on avait ils remplissaient le questionnaire de suivi, mais par la poste. Les résultats. On a trouvé au niveau de la formation la même chose qu'on a vu au niveau de la tournée au hasard du jeu 2. Donc, il y a eu des impacts positifs chez les détaillants au niveau de la sensibilisation par rapport aux jeux excessifs. Au post-test, près de 70 % des participants étaient satisfaits de la formation. Puis, on a su aussi que les 3/4 des participants avaient vu au moins un joueur qui semblait présenter un problème de jeu au cours des 6 derniers mois. 6 mois plus tard, c'était le même résultat. Ensuite, on a évalué auprès des utilisateurs si le programme fonctionnait ou pas. On avait 3 intervenants qui sont devenus des conseillers à l'exclusion volontaire. Leur mandat était d'accompagner les joueurs pendant leur durée de leur exclusion. Donc, il y avait un rôle de soutien, de support, d'aide puis de référence auprès des joueurs. Donc, le joueur pouvait soit prendre de lui-même